Allez, c'est parti. Bienvenue dans cet atelier intensif. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans le code, et plus précisément dans la programmation en C. On a structuré cette présentation comme un véritable camp d'entraînement, un bootcamp où le mot d'ordre est l'apprentissage actif. L'idée, ce n'est pas d'écouter de la théorie passivement, mais bien de mettre les mains dans le cambouis pour résoudre des défis concrets. On va vraiment se concentrer sur l'optimisation, la lisibilité et la performance de nos programmes à chaque nouvelle étape. Au programme de notre atelier, on commence avec les bases et un premier défi. Ensuite, on passera à la logique avec l'année bissextile. En troisième, on s'attaquera aux boucles et à la fameuse suite de Fibonacci. On verra l'optimisation avec les fonctions en 4, puis le secret des pointeurs en 5, avant de tout réunir pour le projet final sur la gestion des contacts. On attaque donc directement avec la première section, base et premier défi, ou, en sous-titre, Variables and the First Challenge. Pour démarrer, on sait que les développeurs utilisent des variables. C'est un peu la base, ce sont des boîtes pour stocker des données en mémoire. Mais la théorie, ça va 5 minutes, il faut pratiquer. Alors, imaginons le défi suivant. On doit écrire un petit programme qui demande une température en degrés Celsius à un utilisateur et qui la convertit en Fahrenheit. C'est le cas d'usage parfait pour manipuler des entrées de données et faire nos premiers calculs. Et là, on tombe sur une astuce absolument géniale pour la lisibilité de notre code. Par défaut, si on affiche un nombre à virgule, l'ordinateur va nous cracher 6 zéros inutiles, du genre 98.600 000. Mais en utilisant un formatage tout simple comme .2f, on bride la sortie à exactement 2 décimales. Immédiatement, l'interface devient ultra propre et professionnelle. Bien sûr, pour coder cette formule de température, il nous faut les opérateurs mathématiques de base. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division, du classique. Mais regardons le petit dernier, le modulo. Ce symbole pourcentage est littéralement magique, car il permet de trouver le reste d'une division entière. C'est un outil qu'on va retrouver partout en algorithmique. Ce qui nous amène à la section 2, logique, l'année bissextile, ou comment maîtriser le flux de contrôle. Le flux de contrôle, c'est ce qui rend un programme intelligent, capable de prendre des décisions. Et pour ça, rien de tel qu'un nouveau défi. Comment savoir si une année est bissextile? C'est un super puzzle, car pour que le programme prenne la bonne décision, il va falloir jongler avec plusieurs conditions logiques en même temps. Pour y arriver, le langage C nous offre toute une boîte à outils d'opérateurs logiques. On a le double signe égal pour vérifier une égalité stricte, et les fameux opérateurs et ou pour combiner nos critères. Un petit rappel fondamental au passage, en C, si le système renvoie la valeur 0, ça veut dire faux. S'il renvoie 1, ça veut dire vrai. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on traduit notre année bissextile en code? En 3 étapes. D'abord, on vérifie si l'année est divisible par 4. Comment? Avec notre ami le modulo. Modulo 4 égale 0. Ensuite, il faut s'assurer qu'elle n'est pas divisible par 100, à moins qu'elle ne soit divisible par 400. L'astuce, c'est d'imbriquer tout ça dans des blocs if et else if pour créer un véritable filtre logique, d'une précision chirurgicale. On enchaîne avec la section 3, boucle et suite de Fibonacci, automation and iteration. Là, on touche à la puissance pure de l'informatique, l'automatisation. Comment faire pour qu'un programme calcule tout seul la célèbre suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des 2 précédents? On ne va pas s'amuser à écrire des centaines de lignes à la main, on va utiliser une boucle. Mais attention, alerte rouge avant de lancer la boucle. C'est le moment de parler de sécurité et de performance. Si on oublie d'initialiser une variable, le système va simplement lire ce qui traînait déjà dans la mémoire physique. Ça donne ce qu'on appelle de la donnée poubelle. Imaginez un -15 complètement aléatoire qui vient ruiner tout le calcul. Prendre l'habitude d'initialiser ces variables à 0, c'est s'assurer d'avoir des fondations parfaitement saines. Une fois notre mémoire sécurisée, le secret de Fibonacci, c'est une véritable chorégraphie. À chaque tour de notre boucle fort, le programme doit jongler avec 3 variables, le terme 1, le terme 2 et un terme temporaire. On calcule, puis on décale les valeurs d'une variable à l'autre et on recommence. C'est beau, c'est fluide et c'est terriblement efficace. Section 4, optimiser avec les fonctions. C'est le moment de parler de code modulaire et lisible. Quand la logique se complexifie, tout garder dans le bloc principal devient vite un enfer à relire. C'est là qu'interviennent les fonctions. Il faut voir une fonction comme une petite usine autonome. On lui fournit des matières premières en entrée, elle fait son traitement de manière isolée et elle nous renvoie un produit fini bien propre. Segmenter son code comme ça, c'est le jour et la nuit pour la lisibilité et l'optimisation. Allez, on respire un grand coup, on attaque la section 5, le secret des pointeurs, ou comment débloquer l'accès direct à la mémoire. Les pointeurs, c'est souvent la bête noire des débutants en C. Mais franchement, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Un pointeur, c'est juste une variable spéciale. Au lieu de stocker une info comme un chiffre ou une lettre, elle stocke une adresse mémoire. C'est exactement comme des coordonnées GPS sur une carte. Ça nous dit précisément où notre boîte de données est physiquement enterrée dans l'ordinateur.
Décortiquons un peu la syntaxe, car c'est ça qui fait souvent paniquer. L'esperluette, le symbole « est », sert juste à récupérer l'adresse d'une variable. Et l'astérisque, c'est l'inverse, c'est la clé pour entrer dans la boîte. On appelle ça le déréférencement. Ça permet de plonger directement à l'adresse indiquée pour y lire ou y modifier la donnée. On a littéralement le contrôle total de la machine. Et nous voici enfin à la section 6, le projet final avec les contacts, où on va combiner les structures et les tableaux. C'est l'heure du boss final. On veut créer une application pour stocker des contacts. Prénom, numéro, âge. Comment on gère ça proprement sans se retrouver noyé sous une avalanche de variables complètement déconnectées les unes des autres? La solution ultime, c'est la struct. Une structure, c'est comme une carte de visite virtuelle hyper organisée. Elle permet de fusionner de manière permanente des types de données très différents. Du texte pour le prénom, des chaînes de caractères pour le téléphone et des entiers pour l'âge. Tout ça regroupé dans un seul et même objet, super pratique. Pour construire ce projet, la méthode est redoutable d'efficacité. On définit notre structure de contact. Ensuite, on déclare un grand tableau pour stocker, disons, 100 de ces contacts. Puis, on dégaine une boucle for couplée à la fonction scanf pour que l'utilisateur remplisse les fiches. Enfin, une deuxième boucle se charge d'afficher notre répertoire tout neuf. Mais attention, un dernier détail technique absolument crucial lors de la saisie des données, sous peine de faire exploser la mémoire. Quand on lit un entier avec scanf, on a impérativement besoin de l'esperluette pour trouver l'adresse mémoire de la variable. Par contre, pour lire un prénom qui est un tableau de caractères, pas besoin d'esperluette. Le nom du tableau pointe déjà nativement vers le début de la chaîne. C'est la subtilité ultime à retenir pour un code sans faille. Et voilà, notre camp d'entraînement touche à sa fin. En maîtrisant la mémoire de manière sécurisée et en structurant notre logique de façon aussi claire, on a maintenant un arsenal complet. Ces bases en langage C, ce sont exactement les fondations qu'il faut pour commencer à explorer l'allocation dynamique et concevoir des logiciels d'envergure. Alors la vraie question maintenant qu'on a ces super pouvoirs de développeur, quelle sera la prochaine application incroyable qu'on va pouvoir bâtir ?